Les présentatrices sont Valérie Rio et Francis Lavigne. Francis Lavigne est responsable du laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique. Son mémoire de maîtrise s'intéresse à l'histoire des enregistrements de jeux vidéo, partage de VHS par la poste aux vidéos diffusées sur YouTube. Il poursuit son doctorat en se penchant sur les formes de la critique vidéoludique à travers le temps, et ce, à partir de la série de jeux Castlevania, Konami, de 1986 jusqu'à maintenant. Il a également publié un article sur l'état de la critique de jeux vidéo dans les écrits universitaires en 2023 et un autre sur la culture du jeu vidéo au Québec en 2021. Valérie Rio est bibliothécaire de référence à l'Université de Montréal depuis 2020, où elle s'occupe des disciplines de muséologie, d'histoire de l'art, de cinéma et d'études du jeu vidéo. Après avoir obtenu sa maîtrise en sciences de l'information 2016, elle a complété des études de deuxième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur 2021. Vice-présidente de la section Montréal-Ottawa-Québec de la l'Art Library Society of North America, elle s'intéresse particulièrement aux intersections entre médias audiovisuels, comportement informationnel et droits d'auteur. Merci beaucoup et bonne présentation. Merci beaucoup, Loïc. Merci, comité organisateur, de nous avoir invités pour parler d'un projet qui nous tient bien occupés depuis déjà plus d'1 an. Donc, on va vous parler de notre façon de faire face aux crises, pour reprendre le terme du colloque cette année, au LUDOV, le laboratoire universitaire de documentation et d'observation vidéoludique. Ouais, là, moi je suis un peu bizarre, mais je suis en train de gérer le Zoom aussi, fait que désolé les personnes en ligne et la vidéo future. On va commencer en parlant de Jean, puis on va terminer en parlant de Jean. En premier lieu, on veut faire des grands remerciements à toutes les personnes qui nous ont soutenus dans le cadre de ce projet. Il y a beaucoup de gens à nommer, puis j'ai peur qu'on manque de temps. Donc, s'il nous reste du temps, on va nommer tout le monde, mais comme sachez qu'on vous adore. Merci pour vos bons conseils, merci pour votre travail, merci pour votre soutien à tout le monde. Ouais, puis ça, un projet de cette envergure-là, ça se fait pas tout seul. Oui. Oh non, ça calme. Le colloque cette année nous invite à porter notre attention aux crises en études du jeu vidéo. On le sait qu'il y a des crises, notamment des crises informationnelles lorsqu'il s'agit de travailler avec des jeux vidéo, comme Phil Salvador de la Video Game History Foundation nous le précise ici dans un rapport publié en 2023. Il y a seulement 13% des jeux vidéo qu'on dit classiques qui ont été originalement publiés aux États-Unis qui sont présentement disponibles. Et ce 13%-là, c'est important d'en prendre soin. On en a quelques exemplaires au LUDOV et c'est très important de continuer à en prendre soin, peut-être en découvrir d'autres dans le futur, si possible. Et comme notre collègue Dany Bélanger nous le rappelle aussi, étudier les jeux vidéo, c'est pas seulement manipuler des vieux jeux, c'est tout un assemblage de pratiques qui rendent compte de ce que c'est de jouer. Donc, des jeux, des magazines, toutes sortes de périphériques, de consoles, etc. Comme gens qui évoluent à l'université, ben on est aussi traversé par des crises qui nous dépassent, d'autres crises informationnelles qui sont plus de l'ordre de la désinformation, de la mésinformation, qui viennent du nombre de sources d'informations qui se sont démultipliées dans les dernières années. En études de jeux vidéo, on a beaucoup le phénomène des infomédiaires qui viennent un peu faire la médiation entre les sources, on va dire, officielles d'informations et la manière dont elles sont consommées par les fans. Ces infomédiaires-là, on les connaît, prennent souvent l'apparence ou la forme de YouTubers, de YouTubers, par exemple. Et cette situation-là amène un rapport qu'on va dire brouillé aux sources d'informations où on va parler de la difficulté de juger de la provenance, de la qualité, de l'autorité des sources d'information. Tremblay et Écoutant en 2024 ont sorti une note de recherche très intéressante si vous vous intéressez à la désinformation, mésinformation, donc très accessible, c'est fait ici au Québec. Coutan avait abordé cette question-là du point de vue des médias sociaux à travers ce qu'il appelait la perception de la fiabilité, qu'il énonçait à reposer partiellement sur ce qu'il appelait des gages symboliques de la confiance. On le sait, quand on navigue sur Internet, on fait des jugements éclairs autour des sources d'information, on reconnaît des logos, on reconnaît des signatures graphiques et ça encadre notre expérience puis la valeur qu'on va donner tout de go à une source d'information. Donc, tout en étant traversé complètement par ces crises informationnelles, on va vous parler de comment on vit ça de notre côté
Au Ludov, ce programme aujourd'hui, on va faire un état des lieux de la situation où on va voir, là, on joue un peu sur les deux tableaux, tant du côté de la notion de source primaire, de préservation d'une collection, puis aussi de répondre à ces impératifs des crises informationnelles autour de l'information, de nos enjeux pédagogiques. Puis là, on va entrer dans le vif du sujet de l'analyse du catalogue et de tout ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est rendu, puis où est-ce qu'on veut aller dans le futur. Oui, petite mise en contexte. Donc, on présente notre travail qui est en cours de route. Salut. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore partielles. On est encore à la recherche aussi de réponses à travers tout ça. Puis, toute la littérature, on sait qu'il y a beaucoup d'écrits déjà sur, par exemple, le comment ficher des jeux pour un catalogue de bibliothèque. Mais on est encore aussi à l'étude de tout ça. On a aussi rencontré des gens, on va continuer de rencontrer des gens pour parler de tout ça. Donc, on est vraiment, dans le fond, on fait le point aujourd'hui. Oui, vous êtes vraiment dans les tranchées avec nous. Merci d'être là. Donc, petit état des lieux, veux-tu nous parler de l'historique du labo? Donc, petite chronologie, puis là, Bernard va peut-être trouver que je vais un peu vite dans tout ça, mais au fond, le groupe de recherche Disney, déjà depuis 2001, faisait différentes recherches, par exemple, sur les jeux vidéo d'horreur, sur le cinéma interactif. Et puis, pourquoi en parler par rapport au Ludov, c'est que tout ce qui s'est fait pour la recherche, entre autres l'achat de jeux pour constituer le corpus, va être utilisé pour créer le corpus de base de la collection de jeux, du laboratoire de jeux lors de sa fondation en 2011, lors de la création de la mineure en jeux vidéo. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a plusieurs personnes qui vont travailler autour du laboratoire, soit par les groupes de recherche, les projets de recherche, soit aussi comme auxiliaire, comme j'ai fait au début, là, en 2013, quand j'ai commencé à travailler sur le plancher pour répondre aux étudiants et tout ça. Puis à partir de là, donc, il y a eu différents groupes de recherche, différentes initiatives pour étendre aussi notre corpus, la collection au laboratoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 7000 jeux là, dans la collection. Ah non, pas trop. Ouais, c'est ça. Donc, Ludov, c'est quoi? Ludov, c'est des collections, des espaces, des activités, puis là, on se retrouve au cœur de tout cela. La mission d'accessibilité, c'est vraiment celle qui porte vraiment les activités de Ludov, donc accessibilité aux jeux, accessibilité des espaces, donc qu'on soit capable de prendre en main ces jeux-là, cette documentation-là, à travers de la médiation, mais aussi des activités de documentation et de préservation. La collection, sa genèse, un peu comme Francis avait commencé à en parler très brièvement, mais c'est des braves âmes qui sont allés en collectionneurs, en collectionneuses, faire le tour des ventes de garage, des pawn shops, des marchés aux puces, qui ont écumé les petites annonces pour vraiment constituer ce qui est devenu le fond de Ludov. Et lorsqu'on a commencé à travailler plus spécifiquement ensemble, Ludov avait à peu près quelque chose comme 6674 fiches de jeux, dont la très, très grande majorité étaient réservables et jouables. Mais c'est pas juste des jeux, Ludov. L'accès à la collection se fait aussi à travers donc les plateformes, certains éléments physiques qui donnent l'expérience de jeu ou de jouabilité. Et tout ça, d'une manière très technique, était ou est géré dans un catalogue, puis un module d'inventaire séparé, dont le défi était de mettre à jour manuellement toutes ces entrées-là. Juste pour vous donner une idée du type de défi que ça représente, c'est vraiment de travailler à la fois avec des logiciels qui ne sont plus ceux qui sont courants là, sur le marché, sur les ordinateurs des gens. Donc, travailler avec des systèmes d'exploitation, avec des consoles qui sont différentes, avec du matériel qui est différent, avec des lecteurs de disques, par exemple, avec des supports d'information qui malgré qu'ils soient commercialement désuets, c'est une importance absolument capitale pour l'étude des jeux. Ludov, c'est aussi des espaces, je vais passer rapidement là, sur ces aspects-là, mais il y a différents types de stations là, pour les personnes qui ne sont jamais venues, où les personnes peuvent venir jouer aux jeux, tant les jeux
numériques que les jeux plus anciens, donc sur des postes rétro avec des écrans cathodiques puis des micro-ordinateurs. Tout ça est accessible sur réservation, puis c'est géré dans un module de réservation séparé. Peut-être avez-vous déjà aussi participé aux activités de l'UDOV qui sont à la fois en soutien aux cours à la mineure, à la majeure, à la maîtrise au doctorat, mais on a aussi des conférences qui sont organisées ponctuellement, des ateliers donc avec des gens de l'industrie également. Ouais, je vois Céline qui est là, mais comme par exemple, tout l'hiver, on a eu la chance d'avoir des conférences qui ont été organisées par elle. Donc, merci. Voilà, merci Salima. Donc, lorsqu'on s'est mis à travailler ensemble, Francis et moi, il a fallu qu'on fasse certains constats. Là, ça, c'est notre façon de prendre acte des crises qui nous traversaient, des crises qui étaient vraiment plus du côté technique. Sur le plan des métadonnées qu'on utilisait, il a fallu qu'on se rende à l'évidence que bon, il n'y avait pas vraiment de nombre de descriptions qui étaient établies pour colliger les informations dans notre catalogue. Il n'y avait pas vraiment de règles de saisie. Il n'y avait pas nécessairement non plus de documentation pour faire le transfert de connaissances d'une personne à l'autre. Puis bon, l'expérience comme telle sur le site web n'était pas non plus nécessairement des plus conviviales. Si tu veux nous passer en mode Ludov. Francis est mon technicien aujourd'hui. On va vous montrer de quoi ça a l'air sur le site web de Ludov. Bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées à travers les programmes à l'Université de Montréal, mais lorsqu'on voulait, par exemple, jouer à des jeux à l'université, regarder ce qu'il y avait dans les collections du labo, ben, c'était d'aller sur le site web de Ludov puis de passer soit à travers cette liste ou faire des recherches par mots-clés. Là, on avait différents onglets pour console, jeux, accessoires, etc. Et comme c'est assez rudimentaire, les informations, ben, ça nécessitait d'aller valider le jeu ou l'exemplaire qu'on avait sous les yeux avec d'autres informations en ligne, par exemple Moby Games. Donc, c'était quand même plusieurs interfaces de recherche à maîtriser juste pour pouvoir dire, OK, c'est ce jeu que je veux réserver pour venir jouer à Ludov. Puis, le moteur de recherche étant vraiment pas très puissant, là, si jamais quelqu'un fait une faute dedans, mais ça se peut qu'il se trouve jamais le jeu qu'on a. Donc, c'est pas l'idéal. Non. Puis quand on peut voir ça, la quantité d'informations qu'on rendait disponible pour les étudiants, les étudiantes, les chercheurs, chercheuses, est assez limitée aussi. Puis, on n'indique pas la source de nos informations, ce qui est aussi un problème. Donc, il y a tout ça ensemble. Puis, bon, la plateforme de réservation, est-ce qu'on fait ça? Ben, bon, ça ressemble à ça. C'est correct. Là, en ce moment, de toute façon, tout est barré parce que c'est l'été et c'est fermé. Est-ce que tu as réussi à te connecter? Oui, il y a des petits problèmes de vitesse, là. Mais en gros, il y a une grille, un horaire, puis les étudiants peuvent réserver. Moi, je prépare le matériel à l'avance. Pour chacun des postes avec la console, le jeu, puis le matériel de soutien s'il y en a besoin. Et puis, ouais, c'est vraiment une expérience clé en main là, pour ceux qui font le laboratoire. Ce qui est vraiment une grande force, je dirais, du laboratoire. Parce que si on pense à la BNF, là, je ne sais pas si mes collègues de la BNF vont entendre, mais ça prend à peu près un mois pour avoir accès au jeu quand on fait des réservations. Alors que nous, on demande 24 à 48 heures, là, dépendamment des plateformes. Fait qu'on va faire ça en bas. Après, j'ai pas partagé ça sur Zoom. Bon, ben, désolé. On va s'en prendre plus tard pour la... Excuse. Puis notre dernier constat, ben, c'est celui de travailler avec des étudiants, des étudiantes. Peut-être vivez-vous un peu la même chose dans vos cours, dans vos différentes institutions, mais on va nommer ce critère-là, entre guillemets, la motivation étudiante. C'est ce défi d'encourager les étudiants, les étudiantes à venir faire des recherches activement au laboratoire, donc au-delà de les obliger, d'avoir une présence obligatoire qui est requise pour valider le cours, par exemple. Comment on peut amener les étudiants et les étudiantes à s'intéresser à ces sources primaires, comment on peut travailler sur l'alignement pédagogique entre ce qui est offert au Ludov puis les activités qui peuvent avoir lieu aussi en classe. Donc, fort de ces constats, on a commencé à penser à un projet qui se baserait entre autres sur le développement des compétences informationnelles. En sciences de l'information, nous, on utilise beaucoup ce référentiel
de compétences informationnelles en enseignement supérieur qui nous indique un peu comment l'information est traitée, évaluée, analysée par tout un chacun. Je passerai pas ce référentiel-là dans les détails, mais par exemple, tout à l'heure, je parlais d'infomédiaire. Ben là, on a la première catégorie ici, l'autorité est construite et contextuelle. Ben, un infomédiaire pour monsieur, madame ou mix tout le monde va avoir peut-être une valeur informationnelle ou de divertissement, mais quand on est dans un contexte universitaire, ce YouTuber, cette YouTubeuse-là peut pas être cité dans nos travaux, c'est pas considéré comme une source scientifique, etc. Même chose pour l'information a une valeur. Ben, quand on a une source primaire sous les mains, on est avec un document qui a comme une meilleure valeur sur le plan de la démarche historique que des screenshots dont on sait où par rapport à ce type de tâche-là. Donc, on a imaginé, Francis et moi, en 2024, un projet qu'on a soumis au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal en appel au projet d'innovation technologie numérique initiative en soutien direct à la réussite, un projet qui s'appelait Jeux vidéo favoriser l'apprentissage par la récolte de métadonnées, la mise en contexte culturel et les compétences numériques, qui a été soutenu par Carl Terrien et Bernard Perron, qui sont avec nous aujourd'hui. Merci. Et on a eu la chance donc d'obtenir ce financement-là au printemps 2024. Je vous parlais des différents buts qu'on avait avec cette démarche-là. Ben, c'est vraiment celle d'améliorer les méthodes d'apprentissage pour essayer de jouer sur la motivation des étudiants et des étudiantes, particulièrement au premier cycle, à travers la découverte de jeux vidéo, donc un contexte authentique où on manipule des documents, des vrais documents. Et puis, dans le même concept d'authenticité, d'initier les étudiants et les étudiantes aux méthodes de recherche à l'utilisation d'outils numériques qu'on utilise lorsqu'on fait de la recherche historique en état de jeux vidéo, donc prendre des photos, des photographies formelles à l'aide de caméra, utiliser des cartes de captation, construire une base de données, etc. Donc, tout ça, ce sont des objectifs qui ont été soutenus par la réflexion autour de nos outils, le changement des outils, particulièrement le changement de catalogue. Pour les personnes qui sont peut-être un peu plus nerds de pédagogie, on a imaginé dans la demande une séquence raisonnée de développement de compétences en fonction de 3 jeux où les étudiants et les étudiantes étaient amenés à échafauder leurs compétences à travers comme une séquence là, où la compétence à développer était de plus en plus complexe. Donc, d'un côté, on avait dans un jeu 1001, la première année, première session, de faire de la récolte de métadonnées sur les documents, de faire des photographies formelles en jeu 1101 ou en histoire du jeu 2, faire un travail un peu plus approfondi autour des sources d'information, une bibliographie un peu plus traditionnelle pour tout ça. Là, on était dans l'ancien catalogue, on était avec nos anciens outils, on a quand même fait les ateliers parce que on le pouvait, mais on a pris quand même en note certains commentaires qui nous ont été faits. Ça a été récolté de manière complètement non scientifique, vous pouvez en être sûr, et certains. Donc, on nous disait que un catalogue avec un vocabulaire contrôlé pourrait nous aider à mieux parler des sports avec les étudiants, mieux parler de la matérialité avec les étudiants, rendre ça beaucoup plus concret. Et que en utilisant ce type d'outils-là, on se rend compte que la recherche historique n'est pas aussi simple qu'on peut le croire, que les dates de copyright peuvent différer en fonction des marchés, qu'il y a plusieurs équipes qui entrent en ligne de compte pour la création. Il y a des étudiants qui nous ont dit que les informations disponibles sur la base de données de l'UDOV n'étaient pas complètes. On le sait, sont assez rudimentaires. Et puis, on nous a dit que Movie Games répond aux besoins. Alors, pourquoi chercher plus loin? C'est vrai, on doit travailler là-dessus. Ici, on parle d'un beau, grand projet pédago-vidéoludique à l'UDOV, mais il y a tellement d'autres gens avec qui on travaille qui font des projets cool et dynamiques. On a Bernard Perron et Dany et d'autres qui ont travaillé sur le protocole culturel, sur l'archivage du jeu vidéo avec les archives et la jouabilité. On a Carl qui a travaillé sur un cours hybride pour son cours Jeu 1003. Et puis finalement, on a Jean-Charles Ré et notre collègue Roxane Chartrand qui ont travaillé sur la citation de jeux vidéo. Donc, comment on cite un jeu vidéo qui a un patch, par exemple, puis on veut citer un patch précis, comment on cite un remaster. Donc, pour donner des pistes aux étudiants et aux étudiantes qui veulent témoigner de ces réalités-là dans le cadre de leur citation. Ouais, puis dans le fond, on avait aussi dans l'idée de faire participer les étudiants en début là, à l'amélioration du catalogue.
Ce qui a pris un peu le bord pour l'instant, premièrement, c'est beaucoup de coordination. Ici, bon, il y a des enjeux éthiques là, à faire travailler les étudiants pour améliorer notre catalogue. Puis, mine de rien, mais juste la mise en place du catalogue, finalement, ça a été beaucoup plus long. On est encore là-dedans. Que je pensais, là, j'étais très optimiste, je pense, quand on a fait la demande de subvention. Mais ouais, tout ça pour dire qu'on s'est lancé vers une analyse, en fait, de ce qu'on avait comme catalogue, donc à l'interne, puis voir vers quel type de solution on devait se présenter, en fait, se tourner pour améliorer nos pratiques. Comment on a pensé ça? En fait, c'est à travers une séparation en 3 volets. Donc, par une évaluation des pratiques à l'interne, par une analyse des schémas de métadonnées d'autres institutions, puis par un comparatif de logiciels en bibliothéconomie, puis en muséologie aussi. Donc, au niveau de l'évaluation des pratiques à l'interne, donc c'est Isabelle Pépin qui a fait cette portion-là du travail. Elle a fait plusieurs constats. Comme on le mentionnait, donc, on n'a pas de vocabulaire contrôlé pour les termes qu'on a dans notre base de données. Juste montrer rapidement, là, par exemple, quand on cherche sur les supports, les étiquettes sont écrites de manière différente. Là, et on a une quinzaine de termes différents pour disquette 3 pouces et demi. Ces différentes graphies-là ne permettent pas de faire de statistiques sur notre corpus. Puis ils permettent pas non plus de comprendre quel type d'informations en fait on a dans les collections du laboratoire. Puis ça aussi, ça a des impacts, là, puisqu'on a dans l'idée aussi de préserver tous ces jeux-là. Savoir combien on a de Blu-ray, c'est pas pire pour savoir combien de térabytes de données, en fait, on va se trouver archivés dans ces cas-là. Aussi, bon, les données sont incomplètes, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de datation là, pour certains des objets dans l'inventaire. On a des règles d'écriture pour les noms propres qui sont absentes. En fait, on n'a aucune règle d'écriture. Je me suis rendu compte que Nintendo Co, on l'avait écrit de 8 manières différentes, ce qui pose problème. Puis après ça, pour faire la recherche par mots-clés aussi, ça pose problème. Puis on n'a pas de sujet ou de vedette matière, c'est-à-dire qu'on n'a pas de catégorisation des différentes œuvres dans le catalogue. Tout est là, pitché. Dans l'idée, c'était au départ que les étudiants allaient faire des recherches en parallèle sur Mob Games, par exemple, pour identifier les œuvres qui sont intéressantes pour leur corpus, leurs travaux, etc. On se rend compte que c'est pas ça qu'ils font, puis que ça prend une solution un peu tout en main. C'est sûr que ça a l'air un peu débile de dire comme ça, mais c'est ça, il y a un problème au niveau du nombre d'informations que nous, on affiche d'un côté. Sinon, il y a un arrimage entre les objets et la documentation numérique qui est plutôt ardu. Moi, j'ai du tri de fichiers à revoir de mon côté. Puis il y a tout un enjeu de localisation. Là, on a au-dessus de 200 tablettes dans le laboratoire, puis dans un dépôt supplémentaire, en plus du garde-robe de Dominique Arsenault. Comment repérer les items dans tout ça? Comment s'assurer qu'on ne perd pas un manuel parce qu'on a décidé de le placer à la mauvaise place? Tout ça, c'est assez ardu. Donc, Isabelle, regardez aussi, bon, du côté des sujets, des vedettes matières, comment des jeux vidéo sont catalogués dans d'autres institutions. Par exemple, ici, Mass Effect 2, on a fait le comparatif entre BNQ, la BNF, Moby Games, Giant Bomb, Steam, Abandonware France, Video Game History Foundation, le RVM sujet, donc le répertoire vedettes matières qui est qui est géré par l'Université Laval, le répertoire vedette, matière, genre, forme, l'OQLF, puis la librairie du Congrès américain. On se rend compte qu'il y a beaucoup de tags qui sont possibles pour un même jeu. Mass Effect 2 se trouve être une œuvre assez contemporaine, bien étudiée. On voit qu'il y a certaines collections, évidemment, qui ont, comme Abandonware France, qui n'ont pas ce type d'item-là, donc c'est normal qu'on ne trouve pas de mots-clés. Mais quand on commence à fouiller un peu, on peut trouver, en fait, certaines incohérences. On avait fait le même test avec Bubsy. Je ne sais pas si vous pouvez voir BNQ, donc il est écrit chat comme sujet. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure étiquette pour essayer de trouver en fait des jeux comme Bubsy dans un inventaire. Surtout que c'est un renard, mais ça c'est sinon, on se rend compte aussi que la variété de tags est plutôt limitée. Ça, c'est pas un problème qu'on va régler à court terme, mais c'est quand même un constat qui est intéressant à faire. Même chose du côté de Sonic, donc Hérisson, dans comme on voit, en tout cas, pour BNQ. Et sinon, c'est ça, ça reste très limité là, pour pouvoir catégoriser ce type de jeu-là.
On avait aussi dans l'idée, comme Valérie le mentionnait, avec un projet précédent sur les fiches de jeux québécois, en fait, d'améliorer les descriptions. Je sais pas pourquoi je cliquais là-dessus. Oui, non, tout ça, c'est supposé marcher. Oui, donc oui, on voulait améliorer nos descriptions autour des fiches de jeux québécois. Donc, on s'est créé un modèle de fiches où on renseignait plus de données pour certaines œuvres sélectionnées. Là, je voulais vous montrer ce que Dominique a fait pour transformer notre fiche pour afficher Tétard. C'est un jeu qui a été développé et là, je viens de... Ah non, c'est bon. Donc oui, on voulait créer ce genre de fiches-là où on avait des résumés en français et en anglais, où on avait une fiche technique qui présentait différentes informations, notamment comme les titres alternatifs, ce qu'on trouve déjà dans d'autres catalogues, la plateforme que nous, ou la plateforme d'origine, puisqu'on n'a pas le jeu de tard, on avait quelques jeux dans notre sélection de 30 jeux au départ qui ne sont pas nécessairement dans les collections. Les étiquettes génériques pour la recherche historique. Puis comme vous pouvez voir, il y a toutes en fait des citations, là, des auteurs dates pour chacune des informations. Pour nous, c'était important de pouvoir retracer après ces différentes sources-là et créer des dossiers de recherche autour de ces objets-là. Que je vais vous passer assez rapidement. Donc, on avait aussi une fiche culturelle, voir comment les liens avec la culture québécoise sont créés au sein de ces œuvres-là, où est-ce qu'ils sont les développeurs, etc. Même chose, bon, on avait des photos et tout ça. Je ne sais pas à quel point on va rendre ça public. Ça, c'est en discussion en cours. Puis toute notre biographie, là, c'était vraiment important de pouvoir partager ce type d'informations-là. Comment on part de cette idée-là pour notre catalogue après? C'est là que Nathanaël rentre en jeu en faisant une étude des différentes institutions, des schémas de données qui sont utilisés dans 29 institutions qu'on a ciblées. Désolé, j'y arrive. Je n'y arrive pas. Je partage ici. Ouf, après ça, il reste un aller-retour comme ça. Donc, oui, on a aussi dans l'idée d'autres institutions comme le MCQ qui va présenter des objets lors de la mise en place de Game On en 2013. Il y a eu un appel à dons auprès du public. Différents objets vidéoludiques ont été catalogués. Puis, il y a des informations comme la dimension, des items, les liens avec la culture, les liens aussi avec le donateur. Ce genre d'informations-là me semble intéressant, en fait, pour le catalogue d'œuvres. Et puis, mon animation ne fonctionne pas. Donc, puis ça, quand on se trouve dans la page, on voit aussi bon, les provenances. Il y a plein de problèmes, en fait, que leur provenance puis leur date, parce qu'ils n'affichent pas aussi leur source. Donc, c'est très difficile de vérifier l'information qui est présentée sur ce type ce type de site-là et par ces institutions-là. Donc, Nathanaël nous a fait un premier pitch, en fait, de fiche idéale. Je montre rapidement là, quelques catégories. Donc, plateforme d'origine, ça, on l'avait déjà, on l'a en fait en ce moment parce qu'on a les différents exemplaires dans la collection. Sinon, les autres éditions ou le ESRB, ce genre d'informations-là n'est pas en ce moment affiché dans le catalogue. Donc, là, comme je le mentionnais, je ne détaillerai pas les 29 institutions. Simplement pour dire qu'on a fait un travail pour comparer les métadonnées, les schémas de métadonnées, voir quel champ, quel titre on retrouve dans les fiches de ces différents sites web-là. Ceux qu'on a mis en bas, en fait, on a eu la chance de parler, Dawson, c'est ça, c'est Nathanaël directement, mais sinon, on a eu la chance de parler avec des catalogueurs de BNQ, des personnes aussi à l'Université de Montréal, soit au livre rare, soit en catalogage. Même chose à la BNF, on a eu 2 rencontres très productives. Oui, très productives autour de la préservation, autour du catalogage, voir comment aussi on pourrait orienter nos pratiques, surtout qu'on a peut-être dans l'idée d'aller chercher le dépôt légal de jeux vidéo. Donc, oui, il y a toutes ces considérations-là, en fait, qu'on a en tête quand on fait ce type de travail-là.
À quoi ça ressemble? Donc, on avait à peu près 518 sites de champs qu'on peut trouver au sein des 29 institutions. Là, il y a un travail à faire. Comme vous pouvez voir, là, il y a titre, puis il y a title. Évidemment, les titres d'œuvres, ça a l'air que c'est important dans un catalogue. Ce qui fait que oui, c'est normal qu'on les retrouve à l'avant-plan. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait relativement peu de catégories qui étaient partagées par l'ensemble des catalogues. Il y a un travail aussi de normalisation là, à faire que j'avais commencé, mais qui va demander en fait un dictionnaire puis là, certaines descriptions là, pour pouvoir, par exemple, tout regrouper ce qui est des enjeux de description matérielle, par exemple, sous un même parapluie. Bon, ça, c'est plus de la méthodologie. Puis on a dans l'idée là, de publier nos données éventuellement. Donc, ouais, ça, c'est une partie du travail qui est en cours. Donc, ce qu'on constate, donc, c'est ça, donc, il manque des catégories pour pouvoir bien identifier les objets dans notre collection. Mais en plus de ça, il y a certains trucs comme le nombre de joueurs pour un jeu qui sont intéressants, qui sont importants, surtout pour certains cours comme le cours d'immersion. Lorsqu'on veut favoriser les expériences multijoueurs, s'il faut que je fasse des recherches en plus, en parallèle, pour les différents objets de la collection, voir est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas. Ça fait beaucoup de petites recherches qui s'accumulent dans le temps. Puis qui font en sorte que moi, je suis pas productif, les étudiants ne peuvent pas repérer les items qui ont besoin, etc. Ce qui nous mène, en fait, au comparatif de logiciels qui a été mené par Geneviève Larocque. Regarder un peu, en fait, pourquoi changer de logiciel? Je ne vais pas encore faire le switch d'écran. Donc, au départ, on utilisait un logiciel pour les collectionneurs de jeux vidéo. Ça fonctionnait bien jusqu'à temps qu'on se rende compte que les données aussi qui étaient moissonnées par ces logiciels-là sont pas tout à fait exactes. Puis il y avait toutes sortes de problèmes pour cataloguer les périphériques. Et puis pour aussi, vous voyez rien, je vais pas expliquer. Ouais, ça, pour faire l'inventaire, en fait, vraiment le BA de la job là, au laboratoire. Et puis, on a transféré ça dans des Excel. Ça fonctionnait bien. On avait 2 ou 3 Excel différents. C'était toujours compliqué de tout arrimer les informations comme on le voulait. Ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui nous a développé, en fait, une plateforme pour rentrer nos informations. Je vais juste montrer une fiche de jeu rapidement. Donc, chacune des informations en fait, on récoltait déjà plus d'informations que ce qu'on affichait aux étudiants. Donc, oui, on a le titre et tout ça, le développeur. Il y a des liens qui sont faits avec les plateformes automatiquement pour le module de réservation. On avait des codes matériels qui vont nous être super utiles pour la migration dans le nouveau système. Sinon, on avait des notes, par exemple, si on avait des codes d'activation pour certains jeux, on pouvait aussi le noter pour être certain qu'on ne les perdait pas. Le prix, ce genre de choses-là, mais aussi tout ce qu'on a, c'est-à-dire comme support, est-ce qu'on a justement des disquettes, est-ce qu'on a le boîtier, est-ce qu'on a le manuel, est-ce qu'il y a des affiches supplémentaires de publicité qui venaient avec le jeu. Ça, ces informations-là sont fichées, mais n'étaient pas affichées publiquement. Puis au niveau de l'interface de manipulation, il y avait beaucoup de problèmes parce que bon, chaque champ doit être rentré à la main. Il y avait peu de possibilités de duplication puis de modification en lot. Ce qui fait que, par exemple, si je changeais une collection d'une tablette à une autre, il fallait que je change chacune des fiches à la main, ce qui représentait beaucoup de manutention. Donc, ça, c'est le pourquoi. Je vais rester dans les notes pour éviter de faire un aller-retour pour rien. Mais oui, ce qui était visé, dans le fond, c'était d'améliorer à la fois notre schéma de métadonnées, mais aussi la possibilité de faire des auteurs dates, comme on le faisait pour la fiche de jeux québécois, pour pouvoir tracer, en fait, les différentes sources d'informations associées à chacun des champs dans la fiche. Parce que, encore là, pour reparler de musée, ici, on a le musée Maker qui est représenté, par exemple, Space Assault sur TRS 80. On a plusieurs informations. Bon, c'est sûr que les dimensions, on n'a pas vraiment besoin de savoir c'est quoi la source. On devine qu'ils l'ont fait la mesure directement dans leur collection. Par exemple, sauf que pour la date de sortie, puis les catégorisations, c'est plutôt difficile de comprendre en fait comment tout ça s'opère pour un usager lambda. Donc, on avait certaines contraintes évidemment techniques, on avait des contraintes aussi budgétaires.
Ce qui fait que Geneviève a analysé, on avait déjà sélectionné une vingtaine de logiciels qui étaient employés là, dans différentes institutions. Il nous a fait un top 3 avec Axiel, Galerie System, puis Koa, qui est développé par Inibro. On a rencontré ces différentes compagnies-là. On a discuté avec eux de nos problèmes, des problèmes d'argent et tout. Puis, en fait, on a eu la chance on a la chance d'être épaulé par Inibro pour pouvoir développer le catalogue, pour pouvoir aussi mener à bien, en fait, notre transition. Ce qui mène à la migration des données. Donc, on a effectué une migration des données de l'ancien système vers la nouvelle base de données. Donc, là, on a une toute nouvelle interface professionnelle que j'apprends à maîtriser et pour lequel il faut que je me reconnecte parce que j'ai changé d'adresse IP. Mais, par exemple, si on cherche Zelda, là, c'est sûr, c'est l'interface professionnelle, fait qu'il faut sortir plein d'informations. Mais pour chacun des jeux, on a beaucoup plus de champs qui sont disponibles pour la saisie. Et puis, dans un langage normé qui s'appelle le Marc 21. Puis pourquoi on a utilisé le Marc 21? C'est qu'en fait, c'est le schéma de métadonnées qui est aussi le plus présent dans les autres institutions qu'on avait aussi repéré lors du travail de Nathanaël. Ce qui faisait en sorte que c'était peu pratique pour nous de changer, par exemple, pour un Dublin Core ou un BibFrame, si jamais il y a des geeks de bibliothéconomie qui nous écoutent. La fiche se décline en 9 sections dans le Marc 21. Puis chacune des sections va renseigner, par exemple, l'édition, le titre. On peut mettre des variantes de titre. On peut mettre aussi une bibliographie. Inibro nous a aussi codé, en fait, la possibilité d'aller moissonner les informations directement sur Moby Games. Ce qui fait qu'on va utiliser les tags Moby Games pour créer nos catégories pour l'ensemble de la collection. Puis plutôt que d'avoir à rentrer chacune des informations à la main, on va pouvoir le faire automatiquement en entrant les bonnes informations pour s'assurer qu'il y a un pairage entre la bonne plateforme et le bon jeu sur Moby Games, puis ce qu'on met dans notre collection. Il nous reste peu de temps. Tout ça s'affiche en fait sur notre catalogue qui est en ligne. Vous pouvez déjà commencer à faire des recherches. Là, c'est pas mal brouillon, puis il y a beaucoup de travail à faire pour justement nettoyer les données. Mais pour l'instant, là, il est déjà possible là, pour tout le monde de voir quel type de fiche on a sur le catalogue du DOV. Peut-être plonger dessus. OK. Donc, on voit, là, on a nos informations de description matérielle comme on l'avait, nous autres, comme à l'interne. Donc, on a une cartouche, mais on n'a pas de boîtier, pas de manuel, pas de guide de référence, qui va permettre aux chercheurs, puis aux chercheuses, aux étudiants et étudiantes de voir qu'on n'a pas on a cette copie-là, elle est fonctionnelle, mais par contre, elle n'est pas complète. Donc, il y a d'autres jeux qu'on a de manière plus complète avec les publicités qui étaient là à l'origine, et ainsi de suite. Puis bon, là, on n'a pas de bibliographie pour Zelda, mais on peut s'imaginer qu'on peut, renseigner ces champs-là aussi au sein du catalogue, puis que ça soit affiché de manière publique. La suite, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Là, j'ai un gros graphique qui fait peur. Parce que c'est un peu ça le problème. C'est que on embarque dans une affaire un peu dingue. On est parti du projet CPU. Là, on a fait le montage initial des ateliers, puis déjà rendu à l'autre. Puis bon, ça a bien fonctionné. On sait où est-ce qu'on s'en va pour les ateliers. On a analysé les besoins pour le catalogue. On a aussi fait certains ajouts déjà. Et puis, on a l'interface qui est meilleure, en fait, à la fois pour ce qui est l'interface publique, mais l'interface professionnelle. Sinon, je vois absolument pas ce qui se passe à l'écran. Sinon, oui, donc pour les ateliers, on va être en réitération puis modification pour l'automne 2025, l'hiver 2026. Donc, tout ça, c'est pas abandonné, évidemment. Les ateliers, on les a montés pour qu'ils soient pérennes, que n'importe qui puisse se reprendre. Donc, évidemment, on espère que ce soit les mêmes chargés de cours qui sont remontés avec nous, qui vont les redonner. Mais ça, quelqu'un peut reprendre les ateliers de captation, les ateliers de photos, les ateliers de récolte de métadonnées, puis pouvoir l'appliquer dans son cours. Tout ce qui est migration des données en Marc 21, on le fait. Je suis en train de voir comment on s'organise avec les champs, comment aussi certaines informations doivent être dédoublées dans certains champs Marc 21.
Sinon, les ajouts Jeux vidéo Québec, donc on a déjà une trentaine de fiches. On essaie de voir comment tout ça, ça rime justement dans le format Mac 21. Si vous allez voir Mimi la fourmi sur ludov.nipro.net, la fiche est pas mal complète. Ça donne déjà un bon aperçu. Mais évidemment, on va travailler pour améliorer ces aspects-là. Sinon, pour l'interface, on se rend compte qu'il faut qu'on fasse le lien avec le module de réservation. Et puis, pour le catalogue, il y a certaines informations qui sont peut-être de trop ou qui sont manquantes pour les étudiants. Sinon, pour les champs, on doit monter notre vocabulaire, comme vous mentionnez. On a des champs à ajouter. On a aussi comme je disais, les données précédentes, on a des tests d'arrimage, on a tout ce qui est l'accueil, les fonctions de recherche, etc. Dans le fond, tout ce que je viens de dire, c'est tout ce qu'il faut qu'on fasse aussi pour la suite des choses. Tu manges pas de t'as beaucoup de pain sur la planche. On parlait de résilience au tout début, puis ça, c'est ce qui va nous amener vers notre conclusion aujourd'hui. Dans un très récent article de 2025, on parle de résilience numérique dans le contexte des institutions documentaires et patrimoniales. On définit la résilience comme la capacité de largement s'adapter et s'épanouir dans des environnements en changement. La résilience numérique met, elle, l'accent sur le rôle des infrastructures numériques en termes de continuité et d'adaptabilité face aux crises. Et là, on est dans une situation un peu différente qu'on a commencé il y a peut-être un an et un peu plus maintenant. L'IE développe 5 caractéristiques des institutions qui sont numériquement résilientes. La première, c'est la catégorie institutionnelle. Puis là, vous voyez à quel point la stabilité, l'ajout et la stabilité d'un poste de responsable de laboratoire que Francis occupe en ce moment nous amène à développer des nouveaux projets puis à avoir des capacités qui n'étaient pas là avant. Vous avez vu le nouveau catalogue qu'on est en train de mettre sur pied puis qu'on espère être fonctionnel pleinement à l'automne 2025 pour la nouvelle cohorte qu'on va accueillir. On a développé toutes sortes de partenariats à l'interne. On a vraiment développé un réseau. On a parlé à énormément de personnes dans le cadre de ce projet-là. Non, je vais en parler après. On en parlera tout à l'heure. On finira là-dessus. Notre nouveau catalogue de bibliothèques, notre SIGB, le système intégré de gestion de bibliothèques, est aussi en relation avec d'autres institutions catalogueuses. On le fait pas en ce moment, mais si on le souhaitait dans le futur, on pourrait ce qu'on appelle dériver des notices, donc prendre des notices qui sont développées par exemple dans d'autres institutions, puis les adapter pour nous. Et à l'inverse, d'autres institutions pourraient prendre les notices qu'on développe à l'UDOV pour leurs institutions. Puis là, ça c'est hyper technique, mais c'est comme un gage d'expertise quand même vraiment notoire dans le milieu des sciences de l'information. Comme vous voyez, on est hyper transparent dans notre démarche. Si vous avez des commentaires en question ou des questions tout à l'heure, ça tombera pas dans l'oreille de sourd. On va continuer de s'impliquer dans les projets pédagogiques. On espère que cet outil-là qu'on développe va avoir une valeur informationnelle pour toute la communauté vidéoludique francophone. Le passage à un schéma de métadonnées aussi reconnu que Mac 21 va nous permettre aussi à l'avenir de, si jamais on veut changer de solution numérique, d'être dans une meilleure posture qu'on l'était parce que là, les protocoles d'amarrage ou c'est pour transposer les données, c'est plus facile vu qu'on va avoir déjà un schéma stable qu'un truc en CSV qui fonctionne à moitié. Puis on a aussi passé par un logiciel libre, ce qui est pas non plus innocent. Nos données sont pas en format propriétaire, on va pouvoir les réutiliser, les remobiliser dans d'autres contextes. Puis les logiciels libres puis la souveraineté technologique en ce moment, c'est hyper à l'ordre du jour, là, considérant tout ce qui se passe et tout ce qui nous dépasse. Et le catalogue est aussi dans le respect des normes universelles d'accessibilité. Si vous l'avez déjà testé, il est aussi compatible avec le cellulaire, là, ce qui aide grandement. Comme ça, si on pense à un jeu dans le métro, on peut déjà commencer à réfléchir en étant sur notre catalogue de Ludov. Je vous avais promis de commencer en parlant de Jean puis de terminer en parlant de Jean. Là, maintenant, le Ludov a un grand réseau de personnes en soutien, des gens à qui tentent des perches, poser des questions lorsqu'il faut faire face à des crises, à des changements. Veux-tu en parler? Ouais, ça, moi, je cogne à des portes. Je dis salut, je sais pas ce que je fais, mais j'ai besoin d'aide. Fait que, c'est comme ça aussi que je t'ai abordé, je pense, il y a 2 ans, quand j'ai commencé avec le poste professionnel. Je suis comme, ouais, comment on fait pour travailler ensemble? Là? Il me semble qu'il y a quelque chose à faire.
Je fais la même chose avec le voir avec Emmanuel Château-Ditier, puis c'est Zoé qui est là en ce moment, Zoé Renaudy. On voit avec eux comment on peut développer des partenariats, par exemple, pour développer des protocoles sur la préservation. Et c'est sûr que bon, ça a des impacts aussi sur comment on catalogue nos objets. Leur opinion est vraiment utile pour notre travail. Sinon, le réseau des bibliothèques de l'Université de Montréal, avec Valérie, on travaille. Tous les collègues. Oui. Oui, c'est ça. On a vu Marie-France Lalonde, on a vu Anne-Marie Lalonde, Marie-Josée Lapin, Teresa Vacher. Exactement, je suis vraiment terrible avec les noms, je suis désolé. Mais oui, on est vraiment chanceux aussi de pouvoir compter sur pour avancer. Sinon, on a aussi vu des gens d'Atagie pour discuter là, de schémas de métadonnées. La Bibliothèque nationale de France, comme je le mentionnais tantôt, là, donc parler à la fois de catalogage, documentation et de préservation. Puis bon, on a des projets peut-être futurs là, à voir. Même chose avec Cinémathèque québécoise qu'on est allé visiter. Donc, Nicolas Martel et Elisabeth Meunier qui nous ont reçus dans leurs locaux à Boucherville. Drummondville. Non, Jean Boucherville. On n'est pas dans Boucherville. Puis, oui, de voir comment, en fait, les enjeux sont les mêmes pour la Cinémathèque québécoise, de voir que les enjeux de description sont les mêmes, les enjeux aussi pour ce qui est de transférer, par exemple, des cassettes de VHS en numérique. On a ces problèmes-là aussi pour la gestion des CD, d'étiquettes et autres supports technologiques. Le Strong, on a eu aussi l'occasion de discuter avec Andrew. On est en train de voir avec le CCHN, Bernard et moi, comment on peut, le LUDOV, en fait, peut participer à ce réseau-là pan-canadien. BNQ aussi, qu'on a mentionné tantôt. Et puis, je commence à écrire à ceux qui sont derrière le GameSip, voir comment on pourrait collaborer, par exemple, pour traduire les étiquettes qui sont utilisées dans leur vocabulaire structuré. Ouais, il y a toutes ces avenues-là qui sont en cours et peut-être d'autres dans le futur. Voilà, merci pour votre attention. Jessie, Jean-Charles, Daniel. Oui, donc Jean-Michel, tu as une question. Super projet, bien intéressant. Vous l'avez vu, c'est une bonne manière de rendre accessible, puis de documenter des jeux comme objet, même comme expérience, on peut les jouer. Je me demande s'il y a une ouverture, une réflexion aussi vers peut-être l'approfondissement de la question du jeu, en termes de processus, puis aussi en termes de réappropriation de ces objets-là. Je pense peut-être en rendant accessible, en archivant des outils de développement, pas juste pour les plateformes modernes, mais même peut-être anciennes, des outils de modding, d'émulation, de hacking, de reverse engineering. Il y a tellement de choses qu'on peut penser pour justement observer ces objets-là, puis les refaire, les défaire et tout. Je pense que les chassis, c'était peut-être ce processus. Bonne question. Le seul problème qu'il y a, c'est on essaie de pas trop être diffus, là, c'est-à-dire dans tout ce que j'essaie de faire. Là. Semaine de rien, je suis juste 28 heures par semaine. Puis je suis seul pour la plupart des trucs, tu sais, plus comme gestion. Mais il y a des trucs qu'on a comme des moteurs de recherche, des moteurs de jeu qu'on a parce que, par exemple, on a des CD-ROM que j'ai ramassé chez quelqu'un. Puis il y a des moteurs de jeu là-dessus. Sur des émulateurs, on utilise de temps en temps aussi. Mais on publicise pas en fait la utilisation à l'externe. Le GameSip, l'une des choses qui est intéressante, c'est par exemple qu'ils ont développé aussi des outils avec les émulateurs là, pour avoir par exemple la citation de GameState. Mais là, à quel point tout ça, on va l'intégrer comme pratique du laboratoire, je sais pas. Je pense que moi, je n'y avais pas pensé avant. Donc, je note la suggestion. On pourrait quand même se pencher sur le truc, voir avec peu de ressources, est-ce que ça serait possible d'installer sur un de nos postes là, qui est utilisé pour certains types de jeux. Est-ce que ce type d'installation, ça pourrait avoir lieu? On pourra s'en parler si ça tente d'imaginer ça avec nous. Parce que c'est ça un peu vu. Là. C'est ça. Merci, Jess. Merci beaucoup. Vraiment impressionnant de travailler.
Et quoi dire, enseignement, on a beaucoup d'incitations à se former ou utiliser l'IA et apprendre à l'utiliser. Est-ce que de votre côté, vous voyez des opportunités, des choses comme ça, ou est-ce que vous travaillez des enjeux de souveraineté, donc a priori, c'est dans le même temps fermé, vous aider dans la gestion des données ensuite? Oui. Je peux essayer de répondre de quoi, là. Tu sais, je vais donner juste l'exemple du moissonnage Minute Games. Là, on est chanceux parce qu'on cible vraiment les catégories qu'on veut, tu sais, dans le site web. Mais il reste qu'il y a un travail de vérification à faire. Puis il y a un travail aussi de s'assurer que les données, tu sais, restent structurées puis soient cohérentes. Ce qui fait qu'il y a, je ne sais pas à quel point, tu sais, serait un outil en ce moment là, avec lequel je serais à l'aise de travailler parce que ça me demanderait quand même de faire la contre-vérification. Peut-être pour les traductions, il y a des fois là, à voir, mais encore là, tu sais, il y a des vocabulaires aussi en français qui existent, donc il y a toute cette image-là puis cet équilibre-là qui est à atteindre. Si je peux juste compléter, la question de l'IA, comme dans les processus, dans les institutions patrimoniales, c'est sûr que c'est à l'ordre du jour là, très largement en ce moment, mais juste, par exemple, dans l'institution pour laquelle je travaille, ils sont en train de réfléchir à comment, des scénarios où, par exemple, l'IA pourrait être utilisée en soutien au catalogage, par exemple. Mais il n'y a rien vraiment d'établi encore, même dans ce type d'institution-là. Puis, tu sais, l'IA, ça peut aider à des processus, mais comme dans un contexte d'enseignement aussi, il faut quand même savoir comment bien le baliser. Puis avec ce projet-là sur lequel on a travaillé, c'était de mettre l'accent sur les sources primaires, sur le travail avec des archives de première main, d'avoir les documents en main, justement, pour faire un contrepoint à cette médiation-là d'informations qui se fait dans une boîte noire, qui se fait à travers des algorithmes propriétaires. Donc, c'est d'outiller les étudiants et les étudiantes à être capables de prendre des décisions avec comme du matériel authentique directement de première main. Donc, c'est plusieurs choses à poser. Merci, Jean-Charles. Si je peux rajouter, c'est bon, tu parlais de dérives de notices. On pourrait aller chercher les notices de BNF et les intégrer à notre catalogue, mais il faut quand même que la personne qui catalogue fasse un travail d'interprétation des informations qui sont moissonnées. Donc, on ne sauve pas, en fait, de la tâche. Toi, Dani? Allô. De voir le projet parce que je vois avancer ça depuis longtemps, mais là, c'était comme un peu. Là, on voit le courant comme un tout ça, puis je suis comme, yeah, enfin. Vraiment, la job que vous faites, puis d'aider un petit peu là-dedans. Mais j'avais une question, parce que je voyais la belle liste de collaborateurs que vous aviez. Puis je trouve ça vraiment cool parce que c'est important, évidemment, parce qu'on n'arrête pas de le dire, tout le monde se parle, parce que tout le monde fait des affaires de chacun d'en bord. Mais je me posais la question. À travers tous ces merveilleux collaboratrices que vous avez là, est-ce que ça a toujours été positif comme retour, justement, quand tu es arrivé pour cogner, fait bonjour, je ne connais rien, est-ce que vous pouvez m'aider? Ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'était juste comme un peu, non, ça ne nous intéresse pas de collaborer avec vous autres? Il y a certains groupes qui réagissaient de même, d'autres que non? Voilà. Moi, j'ai jamais eu de problème. Faut pas que. C'est ça, parce qu'une fois le contact initial, c'est après, OK, c'est beau, mais comment on fait pour faire durer ça? Ouais. Ça, c'est un petit peu plus complexe. Puis de l'approcher par projet, ça aide un peu. Puis ça aide aussi quand on se dirige vers l'interne pour aller parler à des collègues, par exemple, de la direction de la bibliothèque de l'Université de Montréal ou des archives de l'UDM, de leur poser vraiment des questions dans leur champ d'expertise, puis des questions qui sont très ciblées, qui impliquent pas autre chose qu'un avis professionnel comme de manière ponctuelle. Donc ça aide aussi beaucoup. Mais là, je sais pas, je pense que l'aura du projet leur plaît, puis tout le monde veut faire comme « Ah oui, je veux aider à comme participer à comme rendre des outils documentaires accessibles puis bien documentés pour la communauté vidéoludique francophone. Je pense que l'aura du projet aide aussi à avoir des partenaires puis des alliés. J'ose croire. Ouais, puis c'est ça vraiment l'approche par projet. Là, je pense que c'est le numéro 1 parce que c'est ça, c'est bien beau de dire OK, on essaie. Puis parce que le but c'est pas non plus juste d'aller chercher de l'aide, c'est d'améliorer. Dans le fond, c'est un échange.
on veut aussi qu'eux, ils bénéficient de cet échange-là. Donc, ouais, ça va dans le sens. Ouais, c'est Dans la grandissante tradition citérienne, je n'ai pas vraiment de questions, plus un commentaire. Merci beaucoup de votre présentation. Merci beaucoup pour votre grande transparence dans vos processus, dans votre travail qui a été fait. Je voulais souligner juste que c'est une source d'inspiration, en fait, dans d'autres milieux, dans d'autres universités. Moi, j'ai un peu un poste homologue du côté de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Puis, on a une petite bibliothèque de jeux. J'essaie de faire grandir ça, c'est difficile. Et puis, définitivement, à l'avenir, que j'aimerais qu'on ait des contacts et qu'on soit capable de collaborer avec ce genre de choses-là. Votre système numérique, je le trouve très, très cool, la manière que vous êtes en train d'apporter. Et puis, on n'a pas du tout ça, en fait, en faire le cadre. Donc, éventuellement, ça pourrait aussi être quelque chose qu'on regarde, mais définitivement, on va gagner les portes l'un et l'autre. Je pense que ce serait une belle collaboration. Merci. Merci pour la présentation. Quand tu vas avoir une gros combinaison, je pose une question sur les genres. Je voyais que c'était quand même une catégorie qui prenait beaucoup de place dans les tableaux. C'était quelque chose qui était quand même très présent. Je me posais la question de savoir sur quoi est-ce que tu vas te baser, vous allez te baser pour justement classer les jeux en fonction, parce que c'est une catégorie heuristique qui est quand même ultra prégnante. Et à la BNF, moi je travaille avec la BNF à la base, justement parce que eux, c'est peut-être ce sur quoi ils se plantent le plus. En fait, ils n'arrivent pas à avoir des catégories bien précises. Et si tu prends les catalogues de la BNF qui ont dépassé les 40 000 jeux, donc c'est bien, mais j'aime bien que la moitié des jeux, c'est des simulations. Ouais. Oui. Un jeu de course, c'est une simulation. Un Mario, c'est une simulation. Donc, en termes de genre, je me demande sur quoi vous allez vous baser exactement. Est-ce que ça peut être des discours des producteurs, de la presse, un scrap massif de mobile games, avec à ce moment-là des catégories qui explosent dans tous les sens? Ouais, ben là, en ce moment, c'est vraiment juste sur un scrap de mon games. Puis, c'est pas parce qu'on y a pas pensé, là, à comme comment on pourrait se faire un vocabulaire de termes génériques et tout. Puis, il existe des outils comme la RVM, ils ont déjà 250 mots-clés là, qui pourraient nous aider à faire ça. Sauf qu'il faudrait le faire un par un, ce qui est déjà une tâche assez titanesque. Mais aussi parce que ben, les gens de games fonctionnent généralement bien. Pour les jeux qui n'auront pas assez d'informations ou qui ne seront pas fichés sur Mob Games, on a dans l'idée d'aller améliorer le catalogue. Puis, dans le fond, on serait circulaire là, à ce niveau-là. Sinon, tu parlais bon, des genres historiques. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, là, justement, en discutant avec Teresa, c'est qu'il y avait un danger. C'est en ajoutant les genres comme les genres historiques dans la base de données, on se trouverait à avoir plein de catégories de plein de sources différentes qui veulent dire la même chose. Ce qui fait que quand on arrive pour afficher un jeu, ce serait difficile de voir laquelle j'utilise, puis dans quel contexte. Alors en se concentrant sur Mob Games, puis en regardant les mots-clés de la presse spécialisée, par exemple, ou les mots-clés des boîtes, dans les notes ou dans le résumé analytique, on va pouvoir afficher cette information-là quand même. Elle va être cherchable en mots-clés. Quelqu'un qui fait une recherche par sujet ne sera pas dans l'ensemble, en fait, de ces étiquettes-là historiques. C'était ça pas mal à date notre compromis. Ouais. Merci. On a fait la fin du temps pour la séance. Merci beaucoup.